Yellowstone n'est pas seulement un paysage de geysers et de sources chaudes. C'est aussi un endroit où la nature révèle son côté sauvage et imprévisible. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les histoires sombres qui se sont déroulées dans ce parc légendaire, où la beauté cache souvent un danger mortel. Qu'il s'agisse d'un tragique accident de camping chez les scouts, au cours duquel un jeune aventurier s'est noyé dans une rivière déchaînée, d'un saut fatidique depuis un belvédère qui était devenu le dernier combat d'un homme, ou de la disparition d'un randonneur chevronné dans une forêt mystérieuse, chacune de ces histoires nous rappelle que Yellowstone a le pouvoir d'inspirer, mais aussi de punir la moindre imprudence. Préparez-vous à entendre des récits réels sur les erreurs mortelles et les mystères qui entourent encore ces lieux. En juin 2005, Luke Sandberg, 16 ans, s'est rendu à un camp d'été des scouts organisé dans le parc national de Yellowstone. Pour de nombreux jeunes, ce camp a été l'occasion de vivre des aventures, de nouer de nouvelles amitiés et de découvrir la nature. Mais pour Luke, sa participation au camp s'est transformée en une histoire tragique qui soulève encore des questions et de la douleur pour sa famille, ses amis et les campeurs. Le camp scout attire toujours par son atmosphère d'aventure et d'exploration de la nature. Les jeunes scouts passent leur journée en plein air, apprenant la survie, la course d'orientation, le montage de tentes et le scoutisme. Les organisateurs du camp sélectionnent avec soin les itinéraires et les lieux des activités afin que chaque participant puisse faire l'expérience de la beauté et de la puissance de la nature sauvage. En juin 2005, le programme du camp était très chargé, avec l'assemblée du matin, les cours de navigation, les randonnées et les feux de camp du soir. Tous les participants, y compris Luke, étaient enthousiastes et impatients de découvrir un environnement loin de l'agitation de la ville. Yellowstone, l'un des plus anciens parcs nationaux des États-Unis, est célèbre pour ses geysers, ses sources d'eau chaude et sa rivière impétueuse, qui lui confèrent un charme particulier tout en exigeant le respect de la nature. La rivière Yellowstone, qui traverse le territoire du parc, se caractérise par un débit changeant, des eaux froides et des rapides, ce qui la rend à la fois belle et dangereuse. Elle a été le théâtre d'un accident tragique dont tous les campeurs se souviendront toujours. En ce jour funeste, la troupe de scouts, accompagnée de ses moniteurs, décide de faire une excursion sur les berges de la rivière. Cette excursion était prévue dans le cadre de leur formation à l'orientation et à l'observation de la nature. Luke, l'un des participants les plus actifs, suivait le groupe avec intérêt, scrutant tout ce qui l'entourait. Ce jour-là, le temps était changeant. La matinée a été accueillie par une légère fraîcheur et à la mi-journée, la température avait légèrement augmenté, donnant l'illusion que la journée serait propice à la marche. Au cours de la visite, le groupe s'est arrêté au bord de la rivière, où les instructeurs ont expliqué l'importance des précautions de sécurité et que la rivière, malgré sa beauté, peut être trompeuse. Cependant, même les avertissements les plus prudents ne peuvent pas toujours empêcher un accident de se produire. Les veaux témoins nous disent que Luke était intéressé par l'exploration de la rive. Il s'approchait pour voir comment l'eau jouait sur les rochers et essayait peut-être quelque chose de nouveau pour apprendre à connaître la nature. L'instructeur avait prévenu les participants de ne pas s'approcher trop près de l'eau, en particulier près des rapides, mais à ce moment-là, tout le monde pensait que rien d'effrayant ne se produirait. Selon des témoins oculaires, Luke et son groupe de scouts se sont approchés de la rive, où le courant était particulièrement fort. Quelqu'un dans le groupe a remarqué que Luke, absorbé par l'observation des petits détails de la nature, a fait un pas trop près de l'eau. Soudain, le sol se dérobe sous ses pieds. Peut-être s'agit-il d'une pierre mouillée ou de la glace laissée par le froid de la nuit. Luke perd l'équilibre
et tombe dans la rivière. Les instructeurs et les scouts réagissent immédiatement à ce qui s'est passé. Des appels à l'aide retentissent le long de la rive. Cependant, le courant de la rivière est trop fort pour saisir immédiatement l'homme tombé à l'eau. Piégé dans l'eau froide et agitée, Luke n'a pas pu regagner la rive par ses propres moyens. Selon les campeurs, l'eau était particulièrement froide à ce moment-là et le courant était rapide. Le moment où Luke a été emporté par le courant est à jamais gravé dans l'esprit des personnes présentes. Ses cris se sont perdus dans le bruit de l'eau et la panique s'est emparée du groupe. Certains scouts tentent de lancer des cordes, tandis que d'autres courent immédiatement vers l'endroit le plus proche, où ils peuvent essayer d'aider. Mais la rivière Yellowstone, connue pour son imprévisibilité, a emporté Luke si rapidement que même les sauveteurs les plus expérimentés n'ont pas pu arriver à temps. Lorsque Luke est tombé à l'eau, tout le groupe s'est figé d'horreur. Les instructeurs ont rapidement évalué la situation et ont appelé les services d'urgence pour signaler l'incident. Les informations relayées par la radio font état d'un fort courant et de la perte possible de l'adolescent dans la rivière. Une équipe de secours composée de sauveteurs professionnels et de bénévoles, ainsi que de membres du personnel du parc, est rapidement arrivée sur les lieux. Les recherches ont commencé immédiatement. Les sauveteurs ont examiné les berges, utilisant des bateaux et des cordes pour essayer de trouver les empreintes de Luke. L'eau de la rivière était trouble et la visibilité limitée, ce qui rendait la tâche beaucoup plus difficile. Pendant plusieurs heures, les sauveteurs ont ratissé la zone, installant des balises et recherchant les moindres signes d'une personne dans l'eau. Malgré tous les efforts déployés, le corps de Luke n'a jamais été retrouvé. Les sauveteurs ont fait remarquer que le courant aurait pu l'entraîner loin en aval et que les recherches auraient pu durer des jours. Les deux responsables du parc ont annoncé que dans de telles conditions, les chances de retrouver la victime étaient extrêmement faibles. Ainsi, après plusieurs heures de recherches intenses, l'espoir d'un sauvetage commence à s'estomper. La nouvelle de la tragédie frappe non seulement les campeurs, mais aussi les familles des scouts et toute la communauté associée au camp. Les parents de Luke étaient dévastés. Leur garçon, si jeune et plein de vie, avait disparu dans la rivière froide. Dès le début, les recherches ont été accompagnées d'une vague d'émotions allant de l'incrédulité au désespoir. Les campeurs interrogés ont déclaré que Luke était l'un des participants préférés, toujours prêt à aider et à partager un sourire. Son activité et sa bonne humeur ont toujours inspiré ceux qui l'entouraient. Ses amis et ses mentors se souviennent de lui en racontant qu'il rêvait de devenir sauveteur ou naturaliste pour étudier la nature. Aujourd'hui, sa vie a été interrompue de manière si soudaine et tragique. Les parents de Luke ont longtemps cherché à comprendre comment une telle tragédie avait pu se produire. Ils se souviennent que les instructeurs de leur cours leur ont répété à maintes reprises l'importance des mesures de sécurité. Mais ce jour-là, les circonstances étaient peut-être telles que même les meilleures précautions n'auraient pas pu sauver leur fils. La famille a exprimé sa gratitude aux sauveteurs pour leurs efforts, mais en même temps, son cœur était plein de chagrin et de perte. La tragédie de Luxembourg est rapidement devenue un sujet de discussion publique. Les médias ont commencé à publier des articles sur l'incident, discutant des problèmes de sécurité dans le camp scout et des précautions à prendre pour le camping en pleine nature. Les experts en sécurité dans des conditions extrêmes ont souligné que la nature est imprévisible et que même les organisateurs les plus expérimentés ne peuvent garantir à 100% la sécurité des participants. Nombreux sont ceux qui ont estimé que l'incident de Luke rappelait que les règles de sécurité doivent être respectées sans exception. Certaines organisations de parents ont plaidé en faveur d'une révision des programmes des camps, exigeant des équipements de sauvetage supplémentaires et un plus grand nombre d'instructeurs sur l'eau. D'autres
ont fait remarquer que la nature elle-même est toujours pleine de risques et que toute personne qui s'aventure hors de la civilisation doit être préparée à l'éventualité que les circonstances ne lui soient pas favorables. Une enquête sur l'incident a révélé que la surface du rivage sur le site était glissante et que les rochers mouillés et les résidus de glace rendaient la zone particulièrement dangereuse. Les instructeurs du camp ont déclaré qu'ils n'avaient remarqué aucun écart par rapport aux conditions normales avant l'incident, mais la nature peut parfois révéler la moindre anomalie qui peut être fatale. Des séquences documentaires et des entretiens avec des campeurs ont montré à quel point il est difficile d'anticiper les dangers et à quel point il est important d'être prudent dans toutes les situations. En juin 2009, le parc national de Yellowstone a de nouveau été le théâtre d'un événement tragique qui soulève encore des questions et laisse une trace profonde dans le cœur de ceux qui s'en souviennent. Nicholas Jeffrey Mostert, un homme de 29 ans, a été vu pour la dernière fois le 16 juin 2009. Ce jour-là, alors que le soleil de printemps se reflétait dans les eaux tumultueuses de la rivière Yellowstone, il a sauté d'un des ponts d'observation du parc pour plonger dans le courant impétueux de la rivière, d'après les récits des témoins oculaires. D'après les témoignages, le temps était variable ce jour-là et le niveau de la rivière avait considérablement augmenté après la fonte des neiges des montagnes entourant le lac Yellowstone. La rivière était pleine de vie et de la fureur des éléments, l'eau s'écoulant à une vitesse d'environ 1700 mètres cubes par seconde. Le courant était donc extrêmement fort et le risque d'être emporté par le flot était réel. Des observateurs postés au bord des Lower Falls, qui s'élèvent à environ 308 pieds, 94 mètres, de haut, ont déclaré que Nicholas se tenait au bord de la plateforme, semblant hésiter ou peut-être décider de faire un pas fatidique. Il a soudainement sauté de la plateforme et, en quelques larmes secondes, sa silhouette a disparu dans un linceul blanc d'embrun et d'eau vive. Selon les responsables du parc, les images de vidéosurveillance montrent que Mostert a bien été vu en train de sauter dans la rivière, ce qui confirme la théorie selon laquelle son acte était délibéré. Les responsables du parc national de Yellowstone ont rapidement déclaré que Nicholas Mostert était la même personne que celle qui avait sauté du haut du panorama et que son acte était apparemment de nature suicidaire. Bien que les motifs exacts n'aient jamais été révélés, les experts ont émis l'hypothèse que la décision de Mostert était motivée par des problèmes personnels ou psychologiques qu'il n'aurait pas été en mesure de gérer. Les témoins oculaires ont noté que l'homme ne présentait aucun signe de chute accidentelle ou d'imprudence. Au contraire, ses actions semblaient délibérées, comme s'il avait pris une décision à l'avance, et qu'il savait, au moment où il a fait le saut, que les éléments avaient déjà déterminé sa trajectoire future. Ce comportement soulève de nombreuses questions sur ce qui a conduit Nicholas à un acte aussi décisif. Immédiatement après l'incident, le personnel du parc et les équipes de secours ont lancé une opération de recherche rapide. Des sauveteurs équipés de matériel spécial ont descendu les pentes abruptes du canyon, où le bruit de l'eau a étouffé tout appel à l'aide. La recherche de Mostert s'est appuyée sur des toboggans à cordes, des bateaux et d'autres moyens pour sonder la vaste zone entourant les chutes inférieures. Malgré toute la préparation et l'urgence, les efforts des sauveteurs se sont heurtés aux forces de la nature. Le courant violent et l'eau boueuse ont rendu difficile la recherche de Mostert. Dans un coude de la rivière, à environ un quart de mile de la base des chutes, les sauveteurs ont trouvé des effets personnels de Mostert, des vêtements qui avaient été emportés par le courant,
et c'était l'élan qui était retrouvé dans un tourbillon d'eau calme appelé tourbillon. Cette découverte est devenue la seule preuve physique que cet homme avait fait le saut. Cependant, malgré des jours de recherche, le corps de Nicholas n'a jamais été retrouvé. Le courant puissant l'avait peut-être emporté loin dans le canyon, où les conditions de découverte étaient devenues impossibles. Immédiatement après l'incident, le parc national de Yellowstone a publié un communiqué officiel confirmant que Mostert avait été vu en train de sauter du belvédère et présentant ses condoléances à sa famille et à ses amis. Pour le personnel du parc, cet événement a rappelé l'importance de la sécurité sur les belvédères et la nécessité de toujours garder un œil sur les visiteurs, en particulier dans les endroits où la puissance de la nature peut jouer un rôle crucial. La nouvelle de l'acte tragique de Nicholas Mostert s'est rapidement répandue dans les médias locaux et les communautés en ligne. Les discussions en ligne et les commentaires des visiteurs du parc étaient partagés, certains essayant de comprendre les motivations de l'homme et d'autres se demandant si la tragédie aurait pu être évitée. Beaucoup ont suggéré que de tels incidents servent d'avertissement. Même dans les plus beaux endroits de la nature, il y a des dangers que l'on oublie parfois. Bien que les responsables du parc aient émis l'hypothèse que le saut de Mostert était un acte délibéré de suicide, les motifs exacts de cet acte n'ont jamais été établis. La famille de Nicholas, qui n'a été mentionnée que de façon limitée dans les rapports ultérieurs, n'a jamais donné de commentaires détaillés. Cependant, les psychologues qui analysent de tels cas notent que les jeunes ont souvent des conflits internes, des dépressions ou des sentiments de désespoir qui peuvent les pousser à agir de manière aussi radicale. Certains experts ont suggéré que Nicholas pouvait être confronté à des problèmes de personnel liés à un deuil, au stress ou à des difficultés relationnelles. D'autres ont souligné que le fait d'être dans la nature et l'absence d'agitation urbaine exacerbent parfois les sentiments intérieurs. Et pour certaines personnes, cela devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase, après quoi elles ne peuvent plus trouver d'issue à une situation de vie difficile. Quoi qu'il en soit, la décision de sauter du pont d'observation s'est avérée fatale. Au lendemain de l'incident, les services de secours de Yellowstone ont agi avec la plus grande urgence. Au cours des premières heures qui ont suivi le saut, les sauveteurs sont descendus dans le canyon, utilisant des cordes et des filins pour surveiller les zones inaccessibles. À l'aide de technologies de pointe telles que des caméras thermiques et des échosondeurs, les experts ont tenté de détecter tout signe de présence humaine dans la rivière en furie. Cependant, la rivière Yellowstone, avec son débit et sa puissance imprévisible, s'est révélée être une force imparable. La découverte d'un morceau de vêtement de Mostert dans l'un des tourbillons a donné l'espoir que les recherches aboutissent. Mais malgré des jours et même des semaines d'efforts, le corps de l'homme n'a jamais été retrouvé. Les responsables du parc ont déclaré que les conditions dans le canyon, eau froide, fort courant et grande profondeur, rendent les recherches beaucoup plus difficiles. Selon eux, si le corps n'est pas retrouvé dans les premiers jours suivant l'incident, les chances de le retrouver diminuent considérablement. Bien que le corps de Nicholas Mostert n'ait jamais été retrouvé, son histoire reste gravée dans la mémoire du personnel du parc de Yellowstone, des sauveteurs et des visiteurs de ce coin de nature unique. Cet incident tragique est une leçon importante pour tous ceux qui ont affaire aux forces de la nature. Il nous rappelle que même dans les endroits les plus beaux et les plus inspirants, la nature reste imprévisible et peut être mortelle. En avril 1991, Daniel Campbell, 42 ans, randonneur expérimenté, décide d'entreprendre une randonnée de 4 jours à travers les étendues de sauvages du Montana. Son itinéraire
le mène du sentier Hellroaring à la petite ville de Jardine. Il est accompagné de son fidèle chien, Brooke. Ce voyage devait être une nouvelle aventure, mais Daniel disparut bientôt et les recherches restèrent en vaines. Quelques jours avant son départ, Daniel s'est préparé minutieusement pour le voyage. Il a vérifié son matériel, tracé son itinéraire et étudié les prévisions météorologiques. Daniel était un homme qui aimait la nature et les voyages. Au fil des années de randonnée, il avait appris à faire face aux difficultés, à naviguer dans les forêts et les montagnes. Son expérience lui a donné confiance, mais aussi à ses proches, qui lui ont dit au revoir avant son départ. Brooke, son fidèle chien, marchait toujours à ses côtés. Ils formaient une véritable équipe. Brooke aidait Daniel en l'avertissant des dangers possibles et le soutenait toujours dans les situations difficiles. Ensemble, ils avaient gardé traversé plus d'une fois des endroits sauvages et inaccessibles, et leur lien était très fort. Les premières heures de la randonnée s'écoulent tranquillement. La matinée d'avril était claire et le soleil commençait à peine à éclairer l'étendue du Montana. La route traverse de vastes prairies et de petites forêts. Daniel marchait d'un bon pas, étudiant attentivement le terrain et prenant de temps à autre des notes dans son journal. Il marquait chaque virage, chaque rivière ou ruisseau afin de pouvoir naviguer plus facilement. Brooke courait à ses côtés, s'attardant parfois pour renifler quelque chose sur le sol. Ce premier jour n'a posé aucun problème. Le temps était clément et le chemin semblait facile. Tout se passe comme prévu et Daniel et Brooke profitent de la beauté de la nature. Le deuxième jour, le temps a commencé à changer. Le matin, il faisait chaud et lumineux, mais à midi, des nuages couvraient le ciel. Un orage se prépare à l'horizon et le vent commence à se lever. Daniel sent que la journée risque d'être éprouvante. Il accéléra le pas, essayant de trouver un endroit où s'abriter du mauvais temps. Dans la forêt, où une épaisse végétation cachait la majeure partie du ciel, Daniel trouva une petite clairière où il put s'arrêter pour se reposer. Il écrivit dans son journal « Le temps a commencé à changer aujourd'hui. Nous devons être prudents. » Brooke, sentant la tempête approcher, regarde autour d'elle avec méfiance. Leur chemin devenait plus difficile car le vent soulevait de la poussière et même les points de repère familiers commençaient à paraître inhabituels. Malgré le temps changeant, Daniel continua d'avancer. Il savait que même un randonneur expérimenté rencontre parfois des difficultés inattendues. Les entrées de son journal de ce jour-là traduisent ses pensées en termes simples. Le vent se lève et les nuages s'épaississent. J'espère que la situation va bientôt s'améliorer. Malgré son anxiété, Daniel n'a jamais perdu confiance en lui. Le troisième jour a été le plus difficile. Au matin, un orage a recouvert toute la région et la pluie ne cesse de tomber. La route devient une pente glissante et la forêt semble encore plus mystérieuse. Daniel se rend compte qu'il doit trouver un endroit sûr pour camper pour la nuit. Il choisit un endroit au pied d'un gros rocher où il pense pouvoir s'abriter de la pluie et du vent. La nuit fut longue et froide. Le bruit de la pluie et du tonnerre emplit la forêt. Daniel essayait de se réchauffer près du petit feu qu'il avait fait avant le début de l'orage. À côté de lui, Brooke gémissait doucement, comme s'il essayait de lui dire que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, Daniel écrit dans son journal « La nuit a été rude, la pluie continue de tomber, et les bois sont pleins de bruits étranges. » Il ne comprenait pas d'où venaient ces bruits, mais l'expérience lui avait appris que la nature pouvait être imprévisible. À l'aube du troisième jour, la pluie s'est un peu calmée et Daniel a décidé de poursuivre son chemin. Cependant, la forêt autour de lui semblait avoir changé. Certains chemins se perdaient, sous de nouveaux fourrés, et des repères familiers avaient disparu. Daniel commence à se demander s'il a choisi le bon chemin. Dans son journal, il écrit des mots simples mais inquiétants. Les repères disparaissent
Il me semble que je vais au mauvais endroit. » Ces mots deviendront plus tard l'un des mystères de l'affaire de la disparition. Le 4e jour devait être le dernier de la randonnée. Daniel sent qu'il se rapproche de Jardine et continue malgré la fatigue. Cependant, la journée apporte de nouveaux défis. La forêt est devenue encore plus épaisse et la visibilité s'est considérablement détériorée à la tombée de la nuit. Daniel, déjà fatigué par l'effort incessant, décide de faire une courte halte. Il choisit une petite clairière où il décide de revoir son itinéraire. Ce jour-là, il écrit brièvement dans son journal. « J'ai l'impression d'être perdu. Quelque chose ne va pas, mais je ne veux pas m'arrêter. » Ces mots semblent simples et calmes, mais ils traduisent toute l'anxiété d'un homme seul dans la nature. Brooke, d'habitude joyeux, devient moins actif, comme s'il sentait le danger rapprocher. Alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, Daniel décida qu'il était temps de s'arrêter pour la nuit. Il établit un petit campement dans une clairière. Tout semblait calme cette nuit-là, mais la forêt continuait à être bruyante. Des bruits lointains de vent, des bruissements de feuilles et des bruits étranges semblaient se provenir des profondeurs de la forêt. Daniel tente de se calmer, pensant qu'il ne s'agit que de bruits de la faune. Il écrit dans son journal « La nuit est tombée et je sens que quelque chose ne va pas. Peut-être ai-je choisi le mauvais chemin. » Ces mots deviendront plus tard les dernières notes trouvées en possession de Daniel. Le lendemain matin, alors que la lumière commençait à peine à filtrer à travers les arbres, Daniel avait disparu. Son camp était vide. Les traces qui s'enfonçaient dans la forêt disparaissaient peu à peu sous l'effet de la pluie et de la végétation. Brooke était resté seul, immobile, comme s'il attendait le retour de son maître. Mais Daniel ne s'est jamais montré. Après la disparition de Daniel, les recherches ont commencé. Des habitants, des sauveteurs et des bénévoles ont fouillé la forêt pour tenter de retrouver la trace du randonneur expérimenté. Cependant, aucun indice clair n'a été trouvé. Les gens l'ont cherché dans toute la région, sur les sentiers, le long des rivières et dans les forêts denses. Mais ni Daniel, ni son équipement, ni même son journal n'ont jamais été retrouvés dans leur intégralité. Les recherches se sont poursuivies pendant de nombreux mois, mais l'affaire n'a pas été résolue. Les habitants de la région racontent que, parfois, lors des soirées fraîches, on peut entendre un chien aboyer dans les profondeurs de la forêt. Ces histoires se sont transmises de bouche à oreille, et la légende de la disparition de Daniel s'est peu à peu développée. Pour beaucoup, il était devenu le symbole que même les personnes les plus expérimentées peuvent être confrontées au mystère de la nature sauvage. Certains experts pensent que Daniel a pu se perdre dans la forêt dense. Même un randonneur expérimenté peut se tromper lorsque la nature change soudainement d'orientation. D'autres pensent qu'un danger imprévu a pu se présenter à lui, peut-être un glissement de terrain ou un phénomène naturel imprévisible. Enfin, certains pensent qu'il y a peut-être mêlé quelque chose de surnaturel dans cette disparition, qui défie toute explication conventionnelle. Les notes personnelles de Daniel, retrouvées bien des années plus tard, montrent clairement qu'il a lui-même ressenti le changement dans la forêt. Ces dernières lignes sont simples et troublantes. Il a écrit qu'il sentait la forêt changer, que ses repères disparaissaient et qu'il avait peut-être choisi le mauvais chemin. Ces mots étaient le dernier espoir pour ceux qui essayaient de retracer ses derniers pas. Les proches de Daniel se souviennent encore de lui comme d'un homme intelligent, courageux et gentil. Ses amis disent qu'il était toujours prêt à aider et qu'il savait faire face aux difficultés. Beaucoup se souviennent qu'il parlait de ses randonnées, qu'il décrivait la nature avec amour et qu'il enseignait toujours que le respect de celle-ci était la chose la plus importante. Sa disparition a été un choc pour tous ceux qui le connaissaient
et soulève encore des questions. Comment un randonneur aussi expérimenté a-t-il pu disparaître? Les habitants de la région racontent eux aussi leur histoire. Ils disent que la forêt dans ces endroits a toujours été spéciale. Selon eux, la nature y vit sa propre vie, et tous ceux qui viennent ici sont confrontés à sa puissance. Parfois, des bruits étranges se font entendre la nuit, et les chiens se mettent à aboyer sans raison apparente. Ces histoires créent une atmosphère de mystère autour de la disparition de Daniel. Il existe encore plusieurs versions pour expliquer la disparition de Daniel Campbell. L'une d'entre elles affirme que le randonneur expérimenté s'est simplement perdu. Même si une personne a passé de nombreuses années à randonner, les bois peuvent être déroutants, surtout si le temps change brusquement et que les points de repère disparaissent. Peut-être qu'à ce moment-là, Daniel s'est trompé de chemin et a suivi un sentier où il n'y avait pas d'endroit familier. Une autre version suggère qu'une catastrophe naturelle a pu se produire sur son chemin. Les montagnes et les forêts du Montana sont sujettes aux glissements de terrain, aux éboulements et aux changements météorologiques soudains. Peut-être qu'à un moment donné, l'inattendu s'est produit et que Daniel s'est retrouvé pris au piège, sans pouvoir en sortir. Il existe une troisième version, plus mystérieuse. Certains pensent que la disparition de Daniel est liée à quelque chose de surnaturel. Les gens disent qu'à l'endroit où il a disparu, on peut sentir la présence d'une force qui emporte les voyageurs. Selon cette version, c'est la forêt elle-même qui aurait décidé d'emporter l'homme qui avait pénétré trop profondément dans ses secrets. Quelle que soit la version retenue, la disparition de Daniel Campbell reste l'une des histoires les plus mystérieuses du monde de la randonnée et de l'aventure. Ces notes personnelles, simples et troublantes, suscitent encore des interrogations chez les experts, les amoureux de la nature et tous ceux qui s'intéressent au mystère de la vie sauvage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir encore plus sur les coins mystérieux et dangereux de notre planète, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveautés. Écrivez vos pensées et partagez vos histoires sur la faune et la flore dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt. La majestueuse étendue du parc national de Yellowstone cache bien plus que des merveilles naturelles. Depuis des décennies, des disparitions s'y produisent sans explication logique. Des personnes en randonnée ou en excursion disparaissent sans laisser de traces, et les équipes de recherche sont confrontées à des défis imprévisibles. Certains pensent que ces disparitions sont le résultat de phénomènes naturels imprévisibles, d'autres qu'une force bien plus sinistre est à l'œuvre. Mais une chose est sûre, ces terres sauvages ne sont pas toujours sûres. Bruits étranges, empreintes inexpliquées, disparitions mystérieuses, tout cela se passe au cœur de la nature, là où la frontière entre réalité et mysticisme devient si mince qu'il est difficile de savoir où finit l'ordinaire et où commence quelque chose de beaucoup plus sombre. Aujourd'hui, nous allons vous parler des événements les plus mystiques et les plus effrayants qui se soient jamais produits au cœur de l'Amérique, dans le parc national de Yellowstone. Ce coin de nature unique, célèbre pour ses sources d'eau chaude et ses geysers bouillonnants, cache non seulement des merveilles naturelles, mais aussi une obscurité qui tient à distance même les explorateurs les plus expérimentés. Pourquoi certaines personnes disparaissent-elles ici, comme si elles s'évanouissaient dans l'air? Qu'est-ce qui les a amenées dans ces coins lugubres? Et comment ont-ils pu disparaître en ne laissant que des empreintes vides et des découvertes étranges? Les histoires de ces disparitions mystérieuses continuent d'occuper les habitants, les touristes et le personnel du parc.
Par une chaude journée d'août 1997, la famille Carson, originaire de l'Iowa, composée des parents et de 2 enfants, s'est rendue dans le parc national de Yellowstone, un voyage qu'elle attendait depuis longtemps. Pour les Carson, c'était plus qu'un simple voyage. C'était l'occasion d'échapper à la vie quotidienne, de s'immerger dans la beauté immaculée de la nature et de profiter de la liberté qu'offre le plein air. Ils ont choisi l'un des endroits les plus pittoresques du parc, le Lamar Canyon Campground, où les paysages majestueux, les vastes étendues et la nature paisible promettaient une expérience inoubliable. La famille est arrivée au camping le matin, a installé ses tentes et a immédiatement commencé à profiter de la nature environnante. Les enfants étaient heureux d'avoir de nouvelles impressions, de courir sur le territoire bien rangé, d'explorer la nature et de jouer à se rattraper. Les parents, soucieux de ne pas perdre une minute, ont pique-niqué, fait un feu de camp le soir et planifié des journées bien remplies de randonnées, d'observation de la faune et, bien sûr, des fabuleux couchers de soleil qui font la renommée de Yellowstone. Le soir, alors que le soleil commence à se coucher et que le ciel vire au violet et à l'orange, la famille Carson rassemble tout ce dont elle a vomi les besoins pour la nuit. Les enfants, fatigués par une journée active, se précipitent déjà vers leur tente pour se reposer après une longue journée de jeu en plein air. Les parents vérifiaient que tous les éléments nécessaires au chauffage et à l'éclairage de la nuit étaient en place et s'assuraient que le camping était équipé pour garantir la sécurité de toute la famille. Ce soir-là, le camping était confortable et paisible. L'arôme du feu de camp flottait dans l'air et les sons silencieux de la nature, le bruissement des feuilles, le cri lointain d'une chouette, créaient de l'illusion de l'harmonie. Personne ne se doutait que cette nuit-là se produirait ce qui deviendrait plus tard l'une des histoires les plus mystérieuses de Yellowstone. Au milieu de la nuit, alors que tout le monde dormait profondément, un étrange incident se produisit. L'un des enfants, Eric, âgé de 6 ans, sortit discrètement de la tente. Les circonstances exactes de sa sortie restent inconnues. Peut-être a-t-il rêvé de quelque chose ou a-t-il été réveillé inconsciemment par un appel. Ses parents n'ont rien remarqué et ce n'est que le lendemain matin que l'on s'est rendu compte de la disparition d'Eric. Lorsque les parents ont découvert la disparition d'Eric, toute la famille s'est alarmée. Les recherches ont commencé immédiatement. Les parents ont fouillé la zone de camping, essayant de se rappeler où l'enfant aurait pu aller. Mais la nuit, alors que la plupart d'entre eux dormaient, Eric a disparu, comme s'il s'était évanoui dans l'obscurité. Le lendemain, les recherches se sont poursuivies. Les parents, les bénévoles et le personnel du parc ont parcouru tout le territoire du camping, ainsi que le quartier le plus proche. Un jour après sa disparition, Eric a été retrouvé dans un endroit inattendu, à une centaine de mètres du camping, dans une plaine ouverte. Mais l'endroit où il a été retrouvé est particulièrement étrange. Il n'y a presque pas de forêt dans cette zone, et le terrain est une clairière plate, presque déserte, où il n'y a pas la moindre trace expliquant comment l'enfant a pu arriver jusqu'ici. À première vue, il semble qu'Eric ait simplement quitté le campement et se soit égaré dans cette zone. Mais les circonstances de sa découverte soulèvent des questions. L'enfant semblait complètement indemne. Il n'y avait aucune trace de chute, ni d'égratignure ou d'échymose. Ses vêtements étaient propres et son visage était calme, comme s'il s'était promené paisiblement sous un ciel dégagé. Le plus surprenant, c'est que peu de temps après avoir été découvert, Eric a commencé à raconter une histoire étrange. Lors de conversations tranquilles avec ses parents, le garçon semblait un peu confus, puis il a commencé à leur dire que son grand-père l'avait appelé. Les parents sont stupéfaits, car pour cette fête, lui assure-t-il, son grand-père n'était pas avec eux. Eric affirma qu'il avait entendu une voix l'appeler par son nom,
et que cette voix lui semblait familière et chaleureuse, comme si son grand-père bien-aimé voulait qu'il le suive. Le petit garçon, âgé de 6 ans seulement, parlait de rencontrer quelqu'un qui ressemblait à son grand-père, et cette voix était si convaincante que le garçon la suivit. Puis, une fois dans une clairière, il s'est soudain rendu compte qu'il n'y avait personne autour de lui. Pas de forêt, pas de gens, juste un espace vide et désertique. S'est fait récit d'hôtel non clair et détaillé. Il a décrit comment la voix lui a dit de partir, à quel point elle était affectueuse et rassurante, et comment Eric a senti qu'il pouvait faire confiance à l'appel. Pourtant, aucun signe sur son corps ou dans son comportement n'indiquait qu'il était en danger ou stressé. Il avait l'air calme, presque comme s'il avait survécu à une promenade normale. La nouvelle de la mystérieuse disparition et de la découverte d'Eric s'est rapidement répandue dans le camping. Les parents, alarmés et perplexes, ont immédiatement appelé les responsables du parc national pour qu'ils enquêtent et aident à comprendre ce qui s'était passé. Les responsables du parc ont examiné attentivement le site où le garçon avait été trouvé et ont interrogé les témoins qui se trouvaient dans le voisinage cette nuit-là. Les experts, appelés sur les lieux, ont commencé à chercher des explications. Certains ont émis l'hypothèse que l'enfant avait peut-être quitté la tente pour des raisons enfantines, par exemple pour jouer ou explorer le monde qui l'entoure. Cependant, la plupart des experts ont noté qu'un tel comportement calme et auto-organisé, ainsi que l'absence de signes physiques, de blessures ou de collisions, suggérait une sorte d'intervention surnaturelle ou paranormale. Les psychologues interrogés dans le cadre de l'enquête ont noté que les enfants ont parfois des fantasmes très vifs, en particulier lorsqu'ils sont fatigués ou après des rêves inhabituels. Mais le fait qu'Eric ait parlé d'une voix semblable à celle de son grand-père a soulevé d'autres questions. Ses parents ont rappelé que le grand-père qu'Eric aimait était décédé il y a plusieurs années et que personne parmi les personnes présentes n'avait d'informations sur son éventuel retour ou sur le fait que son esprit ait pu apparaître en ce lieu. L'un des points les plus controversés est qu'Eric a été retrouvé à un endroit où le plan de camping prévoyait la croissance d'une forêt dense et non d'une plaine ouverte. Selon le personnel du parc local, la zone, située à une centaine de mètres du camping, ne comportait en réalité aucune forêt. Le sol était plat, presque dépourvu de végétation, et ne correspondait pas du tout à la nature de Yellowstone. Les experts qui ont étudié la géographie de la région ont émis l'hypothèse que la zone avait pu être affectée par un phénomène naturel récent, un effondrement ou des vents violents qui auraient d'ossury débarrassé la zone de ses arbres et arbustes. Cependant, aucun changement de ce type n'a été signalé au cours des derniers mois. Le mystère restait donc entier. Pourquoi la forêt disparaissait-elle à cet endroit précis et quel pouvait être le rapport avec la disparition de l'enfant? Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que cela pourrait être dû à l'impact des sources d'eau chaude situées à proximité. Les processus géothermiques particuliers qui se produisent dans la Hot Springs Valley auraient pu altérer temporairement l'écosystème, créant des zones de vide où la végétation disparaîtrait et où la terre prendrait un aspect différent. Mais même cette théorie ne peut expliquer pourquoi Eric a été retrouvé dans cette zone sans aucun signe de contusions ou d'égratignures. Quelques jours après la découverte d'Eric, le personnel du parc national, en collaboration avec des experts locaux, a mené une enquête approfondie. Toutes les vidéos de surveillance de l'aire de camping ont été examinées, tous les témoins ont été interrogés et des analyses chimiques et géologiques de la zone ont été effectuées. Une attention particulière a été accordée à la zone où l'enfant a été trouvé, ainsi qu'à l'endroit où se trouvait le vide étrange. Les géologues ont étudié la zone où il n'y avait pas de forêt et ont conclu que des changements dans le paysage pouvaient s'être produits naturellement
mais sans avertissement préalable. Cependant, l'absence de traces physiques, empreintes de pas, griffures, signes de lutte, donne l'impression que l'enfant a parcouru le chemin en toute sérénité, comme si une force invisible avait guidé ses pas. Des experts en parapsychologie ont également commenté ce qui s'est passé. Ils ont supposé que dans des conditions de stress élevées et de nouveauté de l'environnement, l'esprit d'un enfant peut percevoir le monde différemment de celui d'un adulte, et parfois même entendre des choses qui ne sont pas réellement audibles. La voix qu'Eric a prise pour son grand-père a peut-être été déclenchée par les champs d'énergie qui existent dans ce cadre naturel unique. Néanmoins, aucune des théories présentées n'a pu apporter de réponse définitive, et l'affaire est restée entourée de mystères. De nombreuses années après ce funeste mois d'août 277, l'histoire de la famille Carson et de la disparition d'Eric continue d'agiter les esprits et les cœurs de ceux qui ont entendu parler de l'affaire. Aucune preuve scientifique n'a été trouvée pour expliquer définitivement comment un garçon de 6 ans a pu disparaître d'un camping pour se retrouver le lendemain dans un endroit ouvert et vide, sans avoir subi la moindre blessure. En octobre 1999, Jonathan Miller, un ingénieur de 38 ans, séjournait dans un petit hôtel confortable de la région pittoresque de Northern Sky, où des montagnes majestueuses et de vastes étendues de nature attirent à mesure les voyageurs. Miller était un homme de jugement et de curiosité, toujours désireux d'apprendre de nouvelles choses sur le monde de la technologie et de la nature. Sa passion pour l'ingénierie ne l'empêchait pas d'apprécier la beauté de la nature sauvage. C'est pourquoi il a décidé de passer quelques jours dans la région pour s'éloigner de l'agitation de la ville et peut-être trouver l'inspiration pour ses projets. Avant de partir, Jonathan a soigneusement préparé son voyage. Il a étudié des cartes, lu des articles sur la région et établi un itinéraire détaillé pour son excursion à Yellowstone. Le parc national a toujours été pour lui un symbole de nature vierge, où l'on peut être témoin de la puissance des éléments, étudier les anomalies géologiques et constater à quel point l'homme est petit face à la puissance de la nature. Il avait prévu de visiter les célèbres geysers, de parcourir les sentiers étroits et enfin d'explorer les recoins peu connus du parc où des phénomènes inexpliqués se produiraient, selon la rumeur. La matinée du 14 octobre 1989 est claire, mais fraîche. Jonathan quitta l'hôtel tôt dans la matinée, laissant un mot disant qu'il partait pour une visite autoguidée de Yellowstone. Son itinéraire prévoyait une promenade au pied de l'une des montagnes, où il disait pouvoir observer des formations géologiques inhabituelles et peut-être trouver l'inspiration pour de nouvelles idées d'ingénierie. Il a précisé qu'il voulait étudier la région de près et tout photographier, car la nature est une véritable source d'idées pour les personnes créatives. Pendant les premières heures du voyage, tout s'est déroulé comme prévu. Miller s'est promené tranquillement le long des sentiers, prenant des photos, notant ses observations dans son carnet et appréciant le bruissement tranquille des feuilles et le chant des oiseaux. Il a bavardé avec plusieurs randonneurs rencontrés par hasard sur le sentier, et beaucoup ont remarqué sa gentillesse et son attention. À la mi-journée, cependant, son chemin est devenu moins évident car il a quitté le sentier principal pour explorer une section moins connue, près d'une petite gorge qui, selon la rumeur, est un endroit où des choses inexplicables se produisent parfois. Selon des témoins oculaires qui ont ensuite fait des déclarations aux sauveteurs et aux responsables du parc, Miller a été vu pour la dernière fois près d'une gorge étroite située au pied de la montagne. L'un des randonneurs raconte « Je marchais sur le sentier quand j'ai remarqué une silhouette qui se déplaçait sur la rive d'un petit ruisseau. C'était un homme de grande taille,
vêtu d'une veste claire, qui semblait s'enfoncer dans les bois. Je lui ai demandé s'il était perdu, mais il a simplement hoché la tête et a continué à marcher. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Jonathan. Un autre témoin affirme qu'au coucher du soleil, elle a vu l'homme s'arrêter près d'une gorge étroite, comme s'il était en train de réfléchir, puis disparaître au coin du sentier. J'ai pensé qu'il s'était figé un instant, comme si quelque chose l'attirait au fond de la gorge, puis il a disparu de la vue, a-t-elle déclaré. Ces témoignages ont été le premier indice que quelque chose d'inexpliqué s'était produit. Ce jour-là, en fin d'après-midi, les responsables du parc national de Yellowstone ont été informés par un groupe de randonneurs qu'ils avaient jamais trouvé des empreintes de pas au pied de la montagne. Les experts se sont rendus sur place et ont découvert des empreintes laissées dans la terre meuble, là où Jonathan Miller avait apparemment fait les 100 pas. Les détraces les partent du sentier principal vers une zone rocheuse, puis s'interrompent brusquement comme si l'homme avait soudainement disparu, ne laissant derrière lui qu'une brève trace sur la pente. Le personnel du parc a relevé de nombreux détails sur les lieux, non seulement des empreintes de pas dans le sol, mais aussi des objets épars, certaines des photographies trouvées près des rochers, ainsi qu'un carnet personnel dans lequel des notes avaient été prises. Cependant, malgré un examen minutieux, il a été impossible d'établir une chaîne d'événements. Les traces semblent s'être dissoutes, ne laissant que des questions. Dès le soir du 14 octobre, et surtout dans les 24 heures qui ont suivi, les recherches ont impliqué de nombreuses équipes de secours, des employés du parc, des bénévoles et même des habitants de la région. Le personnel du parc a organisé une vaste opération de recherche. Les sauveteurs ont examiné tous les itinéraires possibles où les empreintes de Jonathan auraient pu être laissées, mais chaque nouvelle investigation n'a fait que confirmer l'étrangeté de l'incident. Malheureusement, aucune trace du touriste n'a été retrouvée. Dès le deuxième jour des recherches, l'opération s'est transformée en une reconnaissance désordonnée des zones inaccessibles du parc. Les événements liés à la disparition de Jonathan Miller ont donné lieu à de nombreuses théories et hypothèses, tant parmi le personnel du parc que parmi les résidents et les journalistes locaux. Certains ont affirmé que l'ingénieur s'était peut-être égaré sur le terrain difficile et que ses empreintes avaient été simplement effacées par le temps et les conditions météorologiques. D'autres ont supposé qu'il avait été victime d'une catastrophe naturelle inattendue ou qu'il avait été tué et entraîné par un animal inconnu. Les psychologues qui ont étudié les cas de personnes disparues dans la nature ont noté que certaines personnes soumises à un stress extrême ou à une surcharge émotionnelle peuvent avoir un comportement inadapté qui les place hors du champ de la perception normale. Cependant, Jonathan Miller était connu pour être une personne rationnelle et posée, de sorte qu'une telle explication était considérée par beaucoup comme improbable. Certaines connaissances ont affirmé que Jonathan menait une vie privée et préférait garder ses soucis pour lui. C'est peut-être cette discrétion qui explique que personne n'ait remarqué sa détérioration émotionnelle dans les derniers jours précédant sa disparition. Mais si son état avait atteint un point critique, il aurait probablement cherché du soutien auprès de ses amis ou de sa famille. Dans ce contexte, sa disparition devient encore plus mystérieuse. Après tout, tout indique qu'il est reparti en excursion avec la ferme intention de profiter de la nature plutôt que de chercher un moyen d'échapper aux difficultés de la vie. Au début du printemps 1998, le père Martin, connu pour sa dévotion au chemin spirituel et à la recherche de la vérité, décide de partir en pèlerinage dans le parc national de Yellowstone. Le monastère St. John, où il résidait, était un lieu de réflexion et de prière profonde,
mais un appel intérieur à faire l'expérience du monde au-delà des murs du monastère l'a poussé à faire le voyage. Il recherchait non seulement la beauté de la nature, mais aussi les réponses aux questions qui tourmentaient son âme. La fragilité de la vie, l'éternel, et la façon dont la nature peut être un conduit pour la lumière divine. Le père Martin a toujours été attiré par les lieux où les éléments de la nature manifestent leur puissance. Pour lui, Yellowstone était un lieu où les sources chaudes, les geysers bouillonnants et la puissance de l'intérieur de la Terre lui rappelaient le cycle éternel de la création et de la destruction. Il a soigneusement préparé son voyage en étudiant des cartes, en faisant des recherches sur l'histoire de l'activité géothermique dans la région, en priant et en demandant à Dieu de lui donner des signes le long du chemin. Son sac à dos contenait non seulement le nécessaire pour la randonnée, mais aussi plusieurs reliques sacrées du monastère, ainsi que son carnet personnel dans lequel il notait ses pensées et ses méditations. Vers la mi-avril 1998, le père Martin arriva à Yellowstone. Le parc l'accueille avec des paysages majestueux, geysers fumants, eau bouillonnante de sources chaudes et piscines colorées formées par des dépôts minéraux. C'est dans la vallée des geysers, au cœur du parc, qu'il décide de passer quelques jours seul pour se plonger dans une profonde méditation et peut-être trouver la réponse à ses questions intérieures. Le dernier endroit où il s'est rendu est la zone des sources d'eau chaude. C'est là, au milieu des nuages de liquide et de vapeur bouillonnants, que le père Martin, selon ses propres notes, a senti que les frontières entre le monde physique et l'au-delà commençaient à s'estomper. Il a noté que l'énergie émanant de ces sources était presque tangible et semblait l'appeler à pénétrer plus avant dans les profondeurs de ce coin mystique de la nature. Le soir du même jour, après un temps de réflexion solitaire, le père Martin se mit en route pour retourner à l'endroit où il avait séjourné. La suite de son parcours reste cependant un mystère. Lorsque le monastère a été informé de sa disparition, une équipe de secours ainsi que des responsables du parc se sont immédiatement rendus sur place pour mener une opération de recherche. À l'endroit où le père Martin a été vu pour la dernière fois, les chercheurs ont découvert quelque chose d'inhabituel. Sur un rocher massif situé à proximité des sources d'eau chaude, une étrange indentation a été enregistrée, qui ressemble à la marque de la chute d'un objet lourd. La taille et la forme de l'empreinte ont soulevé des questions. Quelqu'un avait-il laissé une trace à cet endroit après la chute d'un objet quelconque, ou peut-être les éléments eux-mêmes avaient-ils modifié d'une manière ou d'une autre la surface de la roche? Ce signe a immédiatement attiré l'attention des spécialistes et est devenu la première preuve mystérieuse que quelque chose d'inexplicable s'était produit à cet endroit. Une autre découverte étrange est celle d'un liquide bleu inhabituel découvert dans le sac à dos du père Martin, qui a été trouvé dans les eaux entourant les sources d'eau chaude. D'après les premières indications, le liquide ne ressemblait pas à de l'eau ordinaire. Sa couleur était différente et il avait un éclat mystérieux, comme s'il reflétait un autre spectre de lumière. Les experts ont immédiatement commencé à analyser les échantillons. Les chimistes travaillant dans le laboratoire du parc national ont effectué une série de tests pour déterminer la nature du liquide. Mais les résultats sont inattendus. L'analyse montre que le liquide n'est autre que de l'eau. Malgré son étrange coloration bleutée, tous les indicateurs indiquaient de l'absence d'impuretés ou de propriétés anormales. Ce fait n'a fait qu'ajouter au mystère. Pourquoi l'eau du sac à dos avait-elle une couleur aussi inhabituelle? Certains ont émis l'hypothèse que la couleur aurait pu changer dans des conditions spécifiques, peut-être en raison d'une interaction avec des dépôts minéraux dans les sources thermales, ou qu'il s'agissait peut-être d'une réflexion de la lumière sur les roches environnantes. La réponse à cette question n'a jamais été trouvée. Quelques heures après l'annonce de la disparition du père Martin,
les équipes de recherche ont commencé à explorer systématiquement la zone. Les équipes de secours, accompagnées par le personnel du parc, ont examiné chaque chemin et chaque rocher de la région de Hot Springs Valley. Malgré l'utilisation d'hélicoptères et d'équipements spéciaux pour détecter les signaux de chaleur, aucune trace du corps du père Martin n'a été trouvée. Le terrain, regorgeant de sources chaudes et de nuages de vapeur, créait une atmosphère particulière dans laquelle il était facile de se perdre. Les équipes de recherche ont constaté que le sol de la zone était sujet à des changements rapides. L'eau chaude, les dépôts de minéraux, les roches glissantes, tout cela rendait difficile la recherche de traces claires. Chaque détail trouvé, qu'il s'agisse de bouts de vêtements ou d'empreintes de pas, semblait incomplet et vague, comme si la nature elle-même essayait de cacher la vérité sur ce qui s'était passé. Le débat sur le sort du père Martin s'est poursuivi sans relâche au cours du mois qui a suivi sa disparition. Certains enquêteurs ont insisté sur le fait que toutes les preuves pouvaient être expliquées par des processus naturels. Selon eux, l'étrange indentation de la roche pouvait être le résultat d'un effondrement naturel de fragments de roche, et le liquide bleu pouvait être le résultat de réactions chimiques entre les minéraux des sources chaudes et la lumière atmosphérique. Selon eux, le père Martin se serait simplement égaré et son corps aurait été emporté par l'eau chaude ou avalé par des cours d'eau souterrains. Cependant, d'autres experts, y compris des mystiques et des parapsychologues, ont insisté sur le fait que la disparition du père Martin avait un aspect non seulement naturel, mais aussi spirituel. Ils se sont référés à d'anciennes légendes selon lesquelles les saints hommes qui ont atteint un haut niveau d'illumination spirituelle quittent parfois ce monde pour passer à un autre état d'être. L'étrange empreinte sur la pierre pourrait, selon eux, être la trace d'une puissante décharge d'énergie, indiquant le passage de l'âme du moine dans un autre monde. Ils ont interprété le liquide bleu dans le sac à dos comme un symbole, un signe que même l'eau ordinaire peut porter la marque d'une intervention surnaturelle. Dans les débats publics et les publications dans les revues spécialisées, les deux points de vue ont trouvé leurs partisans. Les scientifiques ont plaidé en faveur d'explications naturelles, tandis que les mystiques et les chefs spirituels ont affirmé que la nature de Yellowstone était depuis longtemps le théâtre de mystères qui défiait toute explication rationnelle. Un mois après la disparition du père Martin, les recherches dans la vallée de Hot Springs ont été officiellement interrompues. Ni le corps du moine, ni aucune autre trace de sa présence n'ont jamais été retrouvées. L'endroit où il a disparu a conservé son atmosphère mystérieuse. L'étrange empreinte sur le rocher était restée inchangée, et le sac à dos contenant le liquide bleu est devenu un témoin silencieux des événements qui sont restés enveloppés de mystère. Yellowstone continue de garder ses secrets, et peut-être qu'un jour, nous apprendrons la vérité sur les disparitions mystérieuses et les phénomènes étranges qui se produisent dans cet endroit. Mais tant que les réponses restent cachées, nous ne pouvons que deviner et continuer à chercher des traces qui pourraient nous mener à un indice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires passionnantes et mystiques. Partagez cette vidéo avec vos amis, car qui sait, peut-être que certains d'entre eux rencontreront également quelque chose d'inexplicable au cours de leur voyage. Merci pour votre attention et à bientôt. Au cours des dernières décennies, les rapports faisant état d'incidents mystérieux dans les parcs nationaux sont devenus véritablement inquiétants. La disparition de randonneurs expérimentés, l'apparition inexpliquée de silhouettes fantomatiques et d'étranges phénomènes sonores soulèvent la question suivante. Existe-t-il un point commun entre ces incidents où chaque événement
a-t-il sa propre explication, bien qu'effrayante. Le parc national de Yosemite, le deuxième plus grand du pays, qui attire chaque année quelques 5 millions de visiteurs, n'est pas seulement d'une beauté envoûtante, il cache aussi de sombres secrets dont beaucoup préfèrent ne pas entendre parler. Le 17 juillet 2011, George Pink, 30 ans, s'est rendu à Upper Yosemite Falls avec son groupe religieux d'environ 80 personnes. La journée promettait d'être remplie de joie, de camaraderie et d'aventure, car le Yosemite a toujours attiré par sa nature majestueuse, et la randonnée sur ses sentiers offre un sentiment de véritable liberté. Mais c'est ce jour-là que s'est produit un événement qui a changé à jamais la vie de sa famille et qui est devenu l'une des histoires les plus mystérieuses parmi les employés du parc et les amateurs d'activités de plein air. George, connu pour son énergie, son souci du détail et son expertise en matière de randonnée, était au centre de l'attention. Il parlait de l'itinéraire, donnait des conseils et encourageait même les participants les moins expérimentés. Il était habillé dans son style habituel, pantalon de survêtement gris à rayures blanches, t-shirt noir et basket gris-bleu, et portait sur l'épaule un sac en tissu bleu contenant un petit stock de provisions et quelques objets personnels. Comme c'est souvent le cas avec les grands groupes, la route s'est divisée en plusieurs sous-groupes au fur et à mesure de la montée. Certains marchaient plus lentement, s'arrêtant pour prendre des photos des paysages, d'autres pour se reposer. C'est peut-être à ce moment-là que George, habitué à savourer chaque instant, a pris un peu de retard pour profiter du silence et de la beauté de la nature environnante. Ses compagnons n'y ont d'abord pas prêté attention, pensant qu'il s'attardait simplement pour regarder autour de lui ou prendre quelques photos. En fin d'après-midi, alors que le groupe commence à faire ses bagages pour retourner au point de rendez-vous, il est clair que George ne fait pas partie des voyageurs qui reviennent. Ses amis ont d'abord pensé qu'il avait peut-être décidé de rester plus longtemps, car son amour de la nature était bien connu. Mais les minutes se sont transformées en heures, et l'inquiétude a commencé à croître. Alors que la lumière du jour est remplacée par la douce lueur du crépuscule, les membres du groupe se demandent de plus en plus où se trouve leur compagnon. Il a été vu pour la dernière fois sur un sentier étroit près d'Upper Falls, où il a été décrit par des témoins comme marchant tranquillement, tenant son sac sur l'épaule et scrutant son environnement. Personne ne l'a vu s'engager dans une partie dangereuse du sentier, et aucun témoin n'a signalé de phénomène anormal ou étrange à ce moment-là. Tout portait à croire que George avait simplement pris du retard pendant un certain temps, mais à la tombée de la nuit, son absence est devenue un sujet de grave préoccupation. À la tombée de la nuit, la famille et les autres membres du groupe ont immédiatement signalé la disparition de George au service d'urgence. Plus de 100 personnes, des hélicoptères, des chiens de recherche et des équipes spécialisées formées pour travailler sur le terrain montagneux et difficile de Yosemite ont rapidement été envoyés sur le site. Sous un ciel dégagé, les chercheurs ont soigneusement examiné l'ensemble du sentier en utilisant des technologies de pointe et en interrogeant soigneusement tous les membres susceptibles d'avoir remarqué quelque chose. Malgré le temps clair et le mouvement actif des randonneurs, l'inspection minutieuse du sentier n'a donné aucun résultat, aucune empreinte de pas, aucune trace d'effet personnel, ni aucun autre indice n'ont été trouvés, à l'exception de ce que l'on savait déjà, à savoir la description de George, de ses vêtements distinctifs et de son sac bleu. Cette disparition sans trace a stupéfié même les gardes forestiers les plus expérimentés, car en ce jour de grande affluence, où les témoins étaient nombreux, personne ne pouvait expliquer exactement comment un homme plein de vie et d'énergie
avait pu simplement se volatiliser dans le vaste espace du parc. Une fois les premières recherches terminées, de nombreuses questions se posent et la situation donne lieu à diverses hypothèses. Pour la famille de George Pink, sa disparition est devenue une véritable tragédie. Les proches n'arrivent pas à croire qu'un homme aussi énergique, joyeux et expérimenté ait pu disparaître sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que des questions. Les moments d'attente, où l'inquiétude grandissait d'heure en heure, se sont transformés en nuits, remplies d'insomnie et d'espoir constant d'un miracle. Joel Thomasin était un homme pour qui la nature sauvage n'était pas seulement un lieu de détente, mais une véritable source d'inspiration et de force. Né et élevé à Denner, il a aimé passer du temps en plein air dès son plus jeune âge, explorant les montagnes, les forêts et les plans d'eau. Sa passion pour l'aventure l'a conduit à participer à de nombreux voyages de camping et expéditions, au cours desquels il a toujours fait preuve d'une grande forme physique et d'une grande maîtrise de l'équipement. Pour ses amis et sa famille, Joel était l'incarnation de l'indépendance et du courage, un homme capable de conquérir à lui seul les coins les plus inaccessibles de la nature sauvage. Son apparence était mémorable. Un homme d'environ 5 pieds, 10 pouces, environ 170 cm, aux cheveux bruns, portant toujours un sac à dos jaune-gris, un sac de couchage vert, un hamac bleu-vert et même un kayak gonflable rouge, des articles qui sont devenus sa carte de visite aux yeux des personnes partageant les mêmes idées que lui. Ces accessoires ne signalent pas seulement son engagement en faveur d'un mode de vie actif, mais symbolisent également sa préparation à toute éventualité pouvant survenir en cours de route. Le 6 septembre, Joel a décidé de parcourir un itinéraire qui n'était pas nouveau pour lui, mais qui avait une valeur particulière, du réservoir Hetch Hetchy au lac Eleanor. Cet itinéraire, d'une longueur d'environ 14 km, l'a conduit à travers des zones peu explorées et reculées du parc national, où la nature dicte ses règles et où la présence humaine est peu minimale. Avant de partir, Joel avait laissé à sa famille une description détaillée de son itinéraire, indiquant les principaux points de repère, les lieux de repos et même une estimation de l'heure de retour. Il était confiant dans sa préparation et savait que son expérience lui permettrait de faire face à toute éventualité, qu'il s'agisse d'un changement soudain de temps, d'un terrain difficile ou de rencontres inattendues avec des animaux sauvages. La route de Hetch Hetchy est réputée pour sa beauté, mais aussi pour sa rudesse. On peut y voir la puissance des cours d'eau, le bruit du vent qui passe entre les rochers et, bien sûr, les paysages étonnants créés par la nature au fil des siècles. Pour Joel, il ne s'agissait pas seulement d'un voyage, mais d'une occasion de se tester, de prouver ses compétences et peut-être de trouver de nouvelles idées pour de futures expéditions. En ce jour fatidique, tout commence comme d'habitude. Joel se met en route avec l'assurance que lui confèrent des années d'expérience et de nombreuses randonnées. Son appareil mobile, réglé pour transmettre régulièrement ses coordonnées, émet un dernier signal près d'un endroit reculé de l'itinéraire. La connexion a ensuite été soudainement coupée et aucun signal n'a été reçu de lui pendant les heures qui ont suivi. Sa famille, qui a été informée de la perte de communication, a immédiatement signalé sa disparition. Cet événement a été un choc pour tous ceux qui connaissaient son Joel. Comment un homme aussi expérimenté et formé pouvait-il disparaître dans des conditions qu'il semblait parfaitement maîtriser? Les questions se multipliaient. Où pouvait-il être? Qu'est-ce qui avait pu empêcher son retour? Et pourquoi même son itinéraire soigneusement construit ne donnait aucun indice sur ses prochaines étapes? Immédiatement après le signalement de la disparition de Joel,
Une vaste opération de recherche a été lancée. Des dizaines de gardes forestiers expérimentés, de sauveteurs, de chiens d'assistance et d'hélicoptères ont été mobilisés. L'opération s'est déroulée sur un terrain difficile et dans des conditions météorologiques changeantes, ce qui a rendu les recherches particulièrement ardues. Les sauveteurs ont étudié minutieusement toutes les parties de l'itinéraire proposé, déblayé les pistes, cherché des traces dans le sol, vérifié les rives des plans d'eau et même analysé des images aériennes prises par des hélicoptères. Fait intéressant et mystérieux à la fois, l'examen approfondi de la piste n'a pas révélé la moindre trace de la présence de Joel. Pas d'empreinte de pas, pas d'objet personnel pouvant servir d'indice, mais uniquement les objets décrits dans sa demande. Un sac à dos jaune-gris, un sac de couchage vert, un hamac bleu-vert et un kayak gonflable rouge. Ces objets y restent généralement avec une personne tout au long d'une randonnée, mais ils n'ont pas été retrouvés sur le lieu de la disparition. La famille et les amis de Joel, en suivant les recherches, ont ressenti un mélange de consternation et de perplexité. Comment un homme qui avait laissé un récit détaillé de son voyage a-t-il pu disparaître? Et comment la nature a-t-elle pu l'avaler sans laisser de traces? Ces questions ont suscité toute une vague de discussions parmi les spécialistes, ainsi que de nombreuses théories sur ce qui a pu se passer à cette époque. Michael Vickery, 51 ans, était un homme ayant une grande expérience du tourisme et des activités de plein air, connu pour sa détermination et sa capacité à s'attaquer aux itinéraires les plus difficiles. Le 15 juin 2005, il a entrepris une randonnée en solitaire le long de la rive nord du réservoir Hetch Hetchy, choisissant un itinéraire pittoresque mais difficile qui comprenait des visites aux chutes Ranchera, à la montagne Tiltil et au lac Vernon, suivi d'une section connue sous le nom de Behave. Son voyage devait se terminer par un retour au réservoir, mais son dernier pas a été enregistré sur le Pacific Crest Trail menant à Tiltal Mountain. Michael n'étant jamais revenu, sa famille a immédiatement contacté les services de recherche et de sauvetage. L'opération massive a mobilisé des dizaines de spécialistes, des hélicoptères, des chiens d'assistance et une analyse approfondie de chaque tronçon du sentier. La seule preuve trouvée a été la découverte de son sac à dos près de la montagne Tailtol. Le sac à dos contenait une carte topographique, une bouteille d'eau et un appareil photo, laissé là comme par hasard. Ce qui est particulièrement surprenant, c'est que rien n'a été trouvé là où les experts pensaient qu'il aurait dû y avoir des traces de sa présence, empreintes de pas, marques d'équipement ou effets personnels. Cette disparition soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'un randonneur expérimenté, soigneusement préparé, qui s'est évanoui dans la nature? Ou bien y a-t-il eu quelque chose d'autre? Peut-être l'intervention de champs d'énergie inconnus, ou même un enlèvement soigneusement planifié. La famille de Michael vit toujours dans l'espoir de trouver des réponses, et la communauté scientifique discute d'hypothèses allant des catastrophes naturelles et des anomalies naturelles à l'influence de forces surnaturelles capables de modifier les lois habituelles de la physique. L'histoire racontée par un garde forestier anonyme nommé Steven reste à ce jour l'une des plus mystérieuses et des plus débattues parmi les employés du Yosemite. En 2011, alors qu'il faisait un détour nocturne par la vallée de Yosemite, Steven roulait sur Northside Drive vers 23h10. Dans l'obscurité, il a remarqué une silhouette immobile sur le bord de la route qui ressemblait à une figure humaine. Stephen a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un touriste en détresse
et s'est arrêté pour l'aider. Mais en y regardant de plus près, il s'aperçoit que la silhouette est dépourvue de ses caractéristiques habituelles. Aucun vêtement n'est visible, ni aucun détail permettant de distinguer le visage ou même la forme du corps. L'observation a pris une tournure vraiment surréaliste. La silhouette a commencé à léviter lentement, comme si elle défiait les lois de la gravité, et après avoir volé sur environ 7,6 mètres, elle a instantanément disparu dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain, Stephen a appris que plusieurs touristes avaient également été confrontés à un mystère similaire. Un homme âgé a déclaré que sa femme et lui avaient entendu toute la nuit des bruits d'orties de pas silencieux et inquiétants près de leur camping-car, comme si quelqu'un se promenait tranquillement, laissant un sentiment de malaise. La mère de 3 enfants a déclaré avoir vu des yeux brillants au loin, dégageant une impression de mal profond. Ces témoignages ont ajouté au mystère de ce qui s'est passé, et les experts du paranormal tentent toujours de trouver une explication logique à ce qui s'est passé. Stephen lui-même, malgré ses années de service et son expérience des patrouilles de nuit, n'a pas pu se remettre de ce qu'il avait vu pendant longtemps. Il était réticent à partager son expérience avec ses collègues, craignant que son histoire ne soit prise pour le fruit de son imagination ou de sa fatigue. Cependant, ses propos ont suscité de vives discussions au sein du personnel du parc. Certains d'entre eux se souviennent de cas similaires de silhouettes étranges ou de figures indistinctes vacillant dans l'obscurité comme s'il s'agissait de fantômes du passé, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un simple effet d'optique causé par les particularités de l'éclairage et le temps brumeux de la vallée. Certains experts suggèrent que ces visions pourraient être liées à des anomalies énergétiques dans la région de Yosemite. Selon certaines légendes, dans certaines parties du parc, la frontière entre notre monde et d'autres dimensions s'amincit, ce qui permet d'apercevoir quelque chose d'impossible à voir avec des yeux ordinaires. Selon cette version, la figure que Stephen a vue pourrait-il être une manifestation d'une énergie ou même d'un esprit qui appelait quelque chose d'inconnu. D'autres experts penchent pour une explication plus rationnelle. Il s'agit peut-être d'un effet de rémanence ou d'une illusion d'optique, ou une faible source de lumière réfléchie par les nuages ou les colonnes de vapeur des sources d'eau chaude crée une image trompeuse. Le froid de la nuit, le jeu des ombres et la faible luminosité de la route peuvent également avoir contribué à l'image, qui a d'abord été perçue comme une personne puis, en raison des changements d'éclairage, a commencé à flotter dans l'obscurité. Malgré toutes les spéculations, le témoignage de Stephen reste extraordinaire. Son histoire soulève des questions sur ce qui peut se cacher entre les mondes, des choses que la science n'est pas encore en mesure d'expliquer complètement. Les parents, les touristes et même les employés du parc se demandent si ce témoignage n'est pas un indice de quelque chose de surnaturel, de la présence d'entités dont la nature reste un mystère. Il est intéressant de noter que de telles histoires ne se retrouvent non pas uniquement à Yosemite. De nombreux parcs nationaux dans le monde abritent des légendes de silhouettes fantomatiques, de lumières étranges et de sons inexpliqués apparaissant la nuit. Peut-être la nature possède-t-elle vraiment des énergies secrètes qui remontent parfois à la surface et se font connaître de ceux qui sont attentifs aux moindres changements dans le monde qui les entoure. Stephen, en continuant sa ronde nocturne, ne peut oublier ce qu'il a vu. Il est parfois seul dans le camp, près des lumières du camp, se demandant si sa vision est un signe ou un avertissement. Peut-être son histoire n'est-elle qu'une petite partie d'un tableau plus vaste que nous ne sommes pas encore en mesure de saisir, où les frontières entre le matériel et l'immatériel sont floues, et où le temps et l'espace obéissent à des lois différentes. En conclusion, l'histoire racontée par le gardien anonyme Stephen reste un mystère vivant. Peut-être qu'un jour, de nouvelles technologies ou des recherches
plus approfondies sur la nature du Yosemite permettront de faire la lumière sur ce phénomène. En attendant, nous nous demandons ce qui se cache dans les profondeurs de la nuit, lorsque le monde semble si familier et que soudain, quelque chose d'autre apparaît, nous rappelant que la réalité est multiforme et n'est pas toujours soumise à nos idées sur les lois de la nature. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et n'oubliez pas d'écrire votre opinion dans les commentaires sous cette vidéo. À bientôt dans les nouveaux épisodes. Bye! Au cœur de la nature sauvage, là où la loi de la civilisation cède le pas à la puissance primitive des éléments, ceux qui ont juré de protéger la nature disparaissent. Aujourd'hui, nous allons vous parler des disparitions mystérieuses de gardes forestiers, des héros dont le destin a été interrompu dans des coins mystérieux, des montagnes et des forêts. Dans les montagnes rocheuses, le garde forestier, Jeff Christensen, a mystérieusement disparu et son corps a rapidement été retrouvé avec une mystérieuse blessure mortelle, ne laissant derrière lui que des questions et de sinistres indices. Dans un coin reculé du lac Ostrand, le garde forestier Kirk Thomas Olsen s'est lancé dans une randonnée qui s'est transformée en odyssée mystique où des lumières étranges et des sons indistincts ont ajouté un air de mystère inexpliqué. Et dans l'immensité de l'Alaska, le garde forestier John Mason a disparu au cours d'un vol, laissant derrière lui une série de phénomènes anormaux et de débris qui remettent encore en question les lois habituelles de la nature. À Denver, dans l'étendue inattendue des montagnes rocheuses, un événement horrible s'est produit. Le garde forestier, Jeff Christensen, a disparu et son corps est retrouvé quelques jours plus tard avec des marques mystérieuses sur le corps, une fracture du crâne dans des circonstances inexplicables qui jettent le doute sur toutes les versions officielles. Les habitants de la région commencent à échafauder des théories sur une intervention surnaturelle, et sa mort elle-même devient un sinistre mystère. Selon le rapport d'enquête officiel, Jeff Christensen, 31 ans, a reçu un coup à la tête, a pansé sa blessure et a parcouru une certaine distance avant de mourir. Malgré son expérience et sa formation, on ne sait toujours pas pourquoi il n'a pas appelé à l'aide après sa blessure et pourquoi il s'est écarté de l'itinéraire prévu. Jeff Christensen a été vu pour la dernière fois le 29 juillet alors qu'il effectuait une patrouille en solitaire. Son corps a été découvert par des randonneurs le 6 août à Mummy Ridge, près de Spectacle Lakes, à environ 65 miles au nord-ouest de Denver. Le ranger était décédé le jour même où il a été vu pour la dernière fois, souffrant d'une fracture du crâne qui a entraîné une hémorragie interne et une perte de conscience, selon le rapport du coroner. Les sauveteurs ont cherché Christensen pendant 8 jours, s'approchant de l'endroit où il a été trouvé, à seulement 30 pieds de son corps. Une équipe de chiens de sauvetage a également participé aux recherches, et le rapport indique que si le vent avait soufflé dans l'autre sens, ils auraient peut-être pu le retrouver plus tôt. Comme l'indique le rapport, même la présence d'un partenaire n'aurait pas garanti un sauvetage après une blessure. Nous sommes tous préoccupés par le fait que cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Notre travail n'est pas sans risque, a déclaré Mark Magnusson, chef des gardes forestiers. Bien que des casques de protection soient là mais disponibles dans le parc, il appartient aux gardes de décider de les porter ou non. Dans le cas de Christensen, qui n'avait pas de casque, la mort a été fatale, et Magnusson lui-même a admis qu'il aurait probablement refusé de porter un casque dans une situation similaire.
l'équipe de recherche a rencontré de sérieuses difficultés pour localiser Christensen, qui s'était apparemment écarté de l'itinéraire qu'il avait prévu. Si nous avions su exactement où il se dirigeait, nous aurions pu nous rendre plus rapidement dans un endroit aussi éloigné et lui apporter les soins chirurgicaux dont il avait besoin, a noté M. Magnusson. Il est intéressant de noter que la radio de Christensen était censée fonctionner dans la zone où son corps a été retrouvé. Mais les enquêteurs n'ont pas pu déterminer depuis combien de temps la batterie de l'appareil fonctionnait, car elle semblait morte et le garde forestier n'en avait pas de rechange. Au moment où les enquêteurs estiment que l'accident s'est produit, des cliquetis radio, peut-être un signal d'aide provenant d'une arme à feu, délivrée par le parc, ont été entendus. Cependant, toutes les balles ont été retrouvées et l'origine des tirs n'a jamais été déterminée. Comme l'a fait remarquer Bill Wade, ancien directeur du parc national de Shenandoah, l'arrière-pays du parc national des Rocheuses est intrinsèquement dangereux. Il y a des falaises, de la neige, des précipices, des températures extrêmes. Même en prenant de nombreuses précautions, on ne peut jamais réduire le risque à zéro. Jeff Christensen a travaillé comme garde forestier pendant 4 ans et a été bien formé aux techniques de survie en milieu sauvage. Il a également travaillé comme patrouilleur de ski à Winter Park Resort pendant 7 hivers. Ses collègues et ses proches notent que l'expérience ne rend pas invulnérable, mais souligne la fragilité de la vie humaine. Le rapport officiel n'a pas pu expliquer clairement comment le garde forestier a pu être aussi gravement blessé. Certains habitants de la région et des experts informels ont commencé à spéculer sur le fait que quelque chose d'autre qu'une simple chute aurait pu être à l'origine de la tragédie. Selon eux, Jeff aurait pu être soudainement attaqué par une mystérieuse créature vivant dans les étendues sauvages du parc. Les partisans de cette théorie évoquent les bruits étranges enregistrés dans la zone de l'accident et les témoignages de phénomènes étranges et inexplicables. Ils pensent qu'une créature mentionnée dans les légendes locales aurait choisi ce moment pour attaquer et porter le coup qui a provoqué la fracture du crâne. Bien que les enquêteurs officiels n'aient trouvé aucune preuve de l'existence d'un animal sauvage ou de quoi que ce soit de surnaturel, l'hypothèse continue de susciter l'imagination et le débat parmi les habitants, donnant à cette tragédie une saveur mystérieuse et inexpliquée. Au début de l'automne, un garde forestier expérimenté, Kirk Thomas Olsen, âgé de 61 ans, a mystérieusement disparu. La disparition s'est produite quelque part dans la région du lac Ostran entre le 23 et le 27 août, a indiqué le parc dans une mise à jour sur sa page Facebook. Selon son profil LinkedIn, M. Olsen avait consacré une décennie à travailler pour le service des parcs de l'État depuis 2014 et avait de l'expérience dans 3 parcs nationaux et 2 zoos. Le parcours de sa vie a été inextricablement lié à la nature. Il a même travaillé comme interprète pour les éléphants de mer au parc Hearst San Simeon. Selon sa nièce Holly Lisson, M. Olsen avait prévu de faire une dernière randonnée qui devait l'aider à décider de la suite de sa vie. Cependant, quelques jours après la découverte d'une note sur son véhicule, indiquant qu'il avait l'intention de revenir il y a 15 jours, le garde forestier n'a jamais été retrouvé. Les recherches ont commencé dès que les responsables du parc ont reçu un appel signalant sa disparition. L'itinéraire choisi par Olsen est décrit comme difficile. 11,4 miles aller-retour avec un dénivelé de 1500 pieds. Malgré sa grande expérience, il s'avère qu'Olsen aurait pu être confronté à des conditions difficiles et imprévisibles en milieu sauvage, où même le garde forestier le plus expérimenté n'est pas à l'abri de défis inattendus. Une déclaration officielle du service des parcs nationaux n'a pas donné la raison exacte de la disparition,
mais beaucoup soupçonnent qu'il se soit perdu en s'écartant d'un sentier connu. En ce qui concerne le côté mystique de l'incident, les communautés en ligne et les amateurs de paranormal ont rapidement commencé à partager des rumeurs et des théories. Plusieurs témoins oculaires ont affirmé que la nuit où Olsen est parti, d'étranges lumières vacillantes ont été aperçues dans le ciel au-dessus du lac Ostrand, qui ne ressemblaient ni à des étoiles ordinaires, ni à des signaux satellites. Certains utilisateurs du forum ont même suggéré que ces lumières pourraient être un signal provenant d'une dimension parallèle ou une manifestation d'une ancienne énergie réveillée dans ces terres. Par ailleurs, des rapports faisant état de sons mystérieux provenant des profondeurs de la forêt, situées à proximité de l'itinéraire proposé, ont fait surface sur l'Internet. Ces sons, qui ne ressemblent ni au bruit du vent, ni aux cris habituels des animaux, sont devenus un autre élément qui alimente l'aura mystique entourant la disparition du garde forestier chevronné. Certains théoriciens affirment que la nature de la région recèle d'anciens secrets et qu'Olsen est peut-être tombé accidentellement sur quelque chose qui aurait dû passer inaperçu. Quelle que soit l'explication la plus probable, déviation accidentelle du sentier ou intervention de forces surnaturelles, l'histoire de Kirk Olsen continue de susciter l'intérêt et de soulever des questions. Personne ne s'attendait à ce que le mois d'août 2010 soit le théâtre d'une série d'événements mystérieux susceptibles de changer à jamais la vie de nombreuses personnes et de marquer toute une communauté. Le ranger John Mason, originaire de Jacksonville, un homme avec une majuscule, a disparu dans des circonstances mystérieuses alors qu'il survolait les étendues sauvages de l'Alaska. Sa disparition est devenue une véritable énigme pour les enquêteurs, les amis et le grand public, donnant lieu à de multiples théories allant d'un dysfonctionnement technique à des forces d'intervention qui dépassent encore l'entendement. John Mason est né et a grandi à Jacksonville, où la nature est devenue pour lui une source d'inspiration et de force dès son plus jeune âge. Enfant, il passait des heures à explorer les forêts et les plages environnantes, à observer les oiseaux et à rêver de longues randonnées. Son amour du plein air l'a conduit à une carrière de garde forestier, une profession qui exigeait non seulement de l'endurance physique et du professionnalisme, mais aussi un profond respect pour la faune et la flore. Après l'université, John a rejoint l'un des plus grands services de parcs du pays, où il a passé des décennies à protéger et à étudier les zones sauvages uniques de l'Amérique. Sa carrière professionnelle a été marquée par de nombreuses réalisations. John a participé à des missions de sauvetage, a mené des programmes éducatifs pour les communautés locales et les visiteurs des parcs, et était connu pour sa capacité à établir des liens avec toutes sortes de personnes. Il était celui vers qui les gens se tournaient pour obtenir des conseils, celui qui prenait toujours le temps d'expliquer les subtilités de l'écologie et l'importance de la conservation. Son expérience de la vie et sa profonde compréhension de la nature faisaient de lui un véritable guide dans le monde de la beauté sauvage. C'est pourquoi son destin a été particulièrement tragique lorsqu'il a disparu dans la nature sauvage de l'Alaska. À la mi-août 2010, John a décidé de piloter son petit avion pour évaluer la situation dans les régions reculées de l'Alaska et éventuellement découvrir de nouveaux itinéraires à patrouiller. Ce vol devait faire partie de son travail et constituer un test personnel de ses compétences et de son intuition dans des conditions extrêmes. L'Alaska, avec son climat rude et ses paysages majestueux mais parfois traîtres, intéressait depuis longtemps John, qui rêvait d'explorer cette terre mystérieuse depuis son enfance. Ce jour-là, le 23 août 2010,
le ciel au-dessus de l'Alaska semblait particulièrement dégagé. Mais au fur et à mesure que la matinée avançait, des rapports faisant état d'un changement de temps ont commencé à être diffusés. Les météorologues ont mis en garde contre la possibilité d'une forte réduction de la visibilité et la pression atmosphérique changeait rapidement. Cependant, John, fort de ses années d'expérience et de son instinct, pense pouvoir faire face à toute éventualité. Il s'est envolé à bord de son avion, confiant dans sa capacité à surmonter tous les défis que la nature lui réservait. Les premières heures de vol se sont déroulées sans encombre. John profite de la vue magnifique qui s'offre à lui lorsqu'il survole des glaciers à perte de vue et des montagnes majestueuses. Il contacte régulièrement les contrôleurs aériens pour leur faire part de sa position et de l'état de l'avion. Mais plus il s'éloigne de la civilisation, plus les signaux transmis par ces instruments deviennent étranges. Des réflexions anormales apparaissent sur le radar et les communications, autrefois stables, deviennent intermittentes et déformées. Les enregistrements du vol ont montré un pic soudain dans les relevés des instruments dans les minutes qui ont précédé la disparition du pilote. Certains indices suggèrent que John a pu rencontrer un phénomène imprévisible, peut-être un fort orage magnétique ou même quelque chose qui dépasse les conditions météorologiques normales. Selon les dispatchers, son dernier signal a été émis dans des conditions où l'avion semblait déjà avoir commencé à perdre le contrôle, et les tentatives ultérieures pour établir la communication ont été infructueuses. Dans la soirée du 23 août, les communications avec John sont rompues. D'après les données préliminaires, son avion a disparu des radars dans les montagnes reculées de l'Alaska. Une vaste opération de recherche a immédiatement été lancée, impliquant les services d'urgence locaux et les agences fédérales. Malgré tous les efforts déployés, les premières équipes de recherche n'ont trouvé aucune trace de l'avion ou de son pilote. Au cours des jours suivants, les chercheurs ont été confrontés à un certain nombre de circonstances étranges. Sur le site présumé de l'accident, ils n'ont trouvé que des morceaux d'équipement technique et des débris épars, ce qui n'est pas caractéristique d'un accident d'aviation normal. Au fur et à mesure que les recherches s'intensifiaient, de plus en plus d'indices commençaient à indiquer que la disparition de John Mason pouvait être liée non seulement à une défaillance technique, mais aussi à quelque chose d'inexplicable. Sur le site de l'accident présumé, les sauveteurs ont trouvé des fragments de métal qui défiaient dans l'analyse conventionnelle, leur structure et leur composition posaient des questions aux experts. L'un de ces fragments, trouvé près du dernier signal, était recouvert d'une fine couche d'une substance étrange, ressemblant à des métaux oxydés, mais l'analyse a montré qu'il contenait des éléments qui n'étaient pas typiques des matériaux aéronautiques standards. En outre, des champs magnétiques anormaux ont été enregistrés dans la zone où l'on pense que l'accident s'est produit. Les scientifiques participant à l'enquête ont noté que les instruments mesurant le champ magnétique présentaient donc des pics importants qui ne pouvaient être expliqués par des phénomènes géophysiques normaux. Ces anomalies ont coïncidé avec le moment où la communication avec John a commencé à s'interrompre, ce qui suggère que quelque chose de surnaturel a pu affecter l'avion à ce moment-là. Les communautés Internet spécialisées dans le paranormal se sont immédiatement emparées de la nouvelle de la disparition de John Mason. Sur les forums, des théories ont commencé à apparaître selon lesquelles cette disparition pourrait être associée à ce que l'on appelle les entonnoirs énergétiques, des zones mystiques où le cours habituel du temps et de l'espace est perturbé. Certains participants aux discussions ont affirmé qu'il existe une légende selon laquelle des esprits d'anciens peuples gardent des terres sacrées dans cette région de l'Alaska. Selon eux, toute ingérence dans ces territoires sacrés pourrait avoir des conséquences inexplicables, et l'apparition de l'homme moderne dans une telle zone
est particulièrement dangereuse. L'enquête sur la disparition de John Mason s'est rapidement transformée en un kaléidoscope de versions et de spéculations différentes. Certains experts ont insisté sur le fait que la cause de l'accident pouvait être une défaillance technique courante de l'avion, peut-être la panne d'un des moteurs ou une défaillance du système de navigation. D'autres ont pointé du doigt les conditions météorologiques défavorables qui ont atteint des sommets ce jour-là. Cependant, aucune de ces théories ne peut expliquer l'ensemble des preuves trouvées, en particulier les champs magnétiques anormaux et la substance étrange trouvée sur le site du crash présumé. Une autre théorie qui s'est répandue dans les cercles paranormaux est que John Mason aurait rencontré une sorte de portail dans une autre dimension. Selon les adeptes de cette hypothèse, des conditions géologiques et atmosphériques particulières dans ce coin de l'Alaska créent la possibilité d'une brève déchirure dans la réalité tissée. Au moment où l'avion de John survolait une certaine zone, il se peut qu'il ait accidentellement activé ce portail et que le pilote ait été transporté dans un autre monde. Un monde où les lois de la physique ne fonctionnent pas comme nous en avons l'habitude. Lorsque la nouvelle de la mystérieuse disparition de John Mason est parue dans les médias, la réaction du public a été violente et émotionnelle. La famille, les collègues et les amis du garde forestier n'arrivaient pas à croire qu'un homme qui avait consacré sa vie à la conservation puisse disparaître dans des circonstances aussi mystérieuses. La famille de John a exprimé son profond chagrin et a exigé une enquête complète qui pourrait faire la lumière sur ce qui s'est passé. L'opération visant à retrouver John a impliqué plusieurs agences, des équipes de sauvetage locales aux agences fédérales. Pendant des semaines, des recherches ont été menées dans des zones reculées et inaccessibles de l'Alaska à l'aide d'hélicoptères, de drones et même de chiens renifleurs spécialisés. Malgré tous les efforts déployés, aucune preuve concluante de ce qui est arrivé aux gardes forestiers n'a jamais été trouvée. Les enquêteurs n'ont enregistré que des pièces d'équipement isolées, ainsi que des relevés géophysiques anormaux qui sont restés un mystère. Une attention particulière a été accordée au fait que de nombreux instruments techniques installés sur le site du crash présumé donnaient des résultats contradictoires. De nombreuses années se sont écoulées depuis la disparition de John Mason, mais son cas reste l'une des pages les plus énigmatiques de l'histoire de l'aviation et de la conservation. Malgré de nombreuses tentatives pour rouvrir les recherches, rassembler de nouvelles preuves et mener des recherches supplémentaires, l'enquête officielle n'a pas été en mesure de fournir des réponses définitives sur ce qui s'est exactement passé au cours de ces journées fatidiques. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ces histoires. Votre opinion nous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne, afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos passionnantes. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.